Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur toutes les plateformes de l'ouverture média, que ce soit la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre pays. Bienvenue à votre émission préférée dénommée Affaires politiques. Oui, une émission 100% en français, une émission inédite et une émission sans filtre et surtout sans réserve. Aujourd'hui, nous recevons un invité de taille exceptionnelle qui est informé sur le plan national qu'international. Sans plus tarder, nous allons lui donner le micro pour qu'il se présente à vous, nos chers abonnés de la page Facebook ainsi que de la chaîne YouTube. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de m'avoir fait cet honneur de m'inviter sur votre plateau pour partager avec les Maliens et même au-delà le peu que nous avons appris sur les affaires concernant la politique malienne, qui est d'ailleurs tributaire de l'évolution du contexte politique international. Merci à tous et que la sagesse prévale dans notre pays et partout au monde. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Comme à l'accoutumée, nous avons l'habitude de parler du parcours de nos invités. Aujourd'hui, place à Monsieur Abdoul Niang, un homme à talent multiple. Il détient dans son portefeuille une maîtrise en lettres et un master en journalisme et communication. Monsieur Abdoul Niang, il a plus de 7 ans d'expérience dans l'enseignement au lycée en tant que professeur de français. Il fut directeur de la radio Émergence, rédacteur du journal Nouvel Horizon, aussi fondateur de l'hebdomadaire Nyeta Kibarou. Il fut premier de la région de Ségou au bac dans toutes les séries confondues. Lauréat du concours Olympia à Ségou, il maîtrise parfaitement la langue bambara, française et anglaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Bien, aujourd'hui, l'objectif de notre présence sur le plateau consiste à donner plus de détails sur les réalités politiques de notre pays, précisément la situation de nos forces de défense à Kidal. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec nos interrogations pour vous permettre de mieux appréhender les réalités auxquelles notre force de défense fait face au niveau de Kidal. Monsieur Abdoul Niang, il y a de cela quelques jours, nous avons entendu réellement que nos forces de défense se déplacent à petits pas vers Kidal. Aujourd'hui, vu l'état de la situation, l'évolution des communications sur les réseaux et l'évolution de nos forces de défense au niveau de Kidal, quelle lecture faites-vous et quelles réalisations pouvons-nous comptabiliser dans le portefeuille de nos forces de défense? Vous avez parlé de communication, effectivement, à travers les claviers des téléphones et des ordinateurs. Les terroristes de la SEMA sont en train d'abattre les avions des FAMA. Ils sont en train de prendre le contrôle de tout le Mali, de Kaye jusqu'à Kidal. Ils sont en train même de s'imposer militairement. Sauf que cette réalité n'est visible que dans leur tête et sur les réseaux sociaux à travers les claviers de certains qui ont d'ailleurs fui le Mali avec leur famille pour aller se réfugier soit au Niger,
Et ceux qui sont au Niger sont activement recherchés actuellement, soit au Maroc ou bien en France. Je vais parler des... Vous faites allusion à qui et qui? Ataï Ag Mohamed, qui a fui avec sa famille pour se réfugier au Maroc, laissant les autres se faire tuer comme des mouches sur le front. Je fais allusion à Eknan également, qui était au Niger, qui est recherché activement, et pas mal d'autres. La réalité du terrain au nord depuis un moment, vous savez que depuis 2 ans déjà, la CEMA est en train de brandir la menace. Ils pensent qu'ils peuvent reproduire les scénarios de 2012, qui est de chasser l'armée malienne d'un pan entier de son territoire. Et donc, ils n'avaient pas compris que la donne avait changé et que le Mali n'a plus d'armoire, mais plutôt une armée. Et ils ont, dans leur plan diabolique, avec le concours d'acteurs extra-régionaux, je parle notamment de la France, ils pensaient qu'en s'attaquant à quelques 2-3 emprises militaires, avec des propagandes autour de ça, avec les médias étrangers, les réseaux sociaux, qu'ils pouvaient atteindre le moral des troupes et affaiblir la volonté du peuple malien et de ses autorités pour les contraindre à accepter une nouvelle négociation qui était censée aboutir à un nouvel accord de paix qui allait inviter les acteurs internationaux que nous avons chassés, la France et l'ONU notamment. Et il n'avait pas prévu que les forces armées maliennes étaient déterminées et unies à tel point qu'ils ne pouvaient jamais imaginer. Donc l'armée a décidé de prendre aujourd'hui l'ensemble de son territoire. Cette marche altière de nos forces armées de sécurité se poursuit normalement, mais royalement aussi. Nous avons franchi Tarkint sans incident majeur. Nous avons franchi Tabakor. L'armée a déjà pris le contrôle de Anefis et alentour, ce qui est très important. Anefis et alentour. On s'apprête maintenant à prendre les emprises occupées actuellement par l'aménagement à Tessalit et à Gelhok. Et donc nous sommes à quelques kilomètres seulement de la ville de Kidal, que nous allons prendre dans un avenir très proche. Donc voilà tel que se présente actuellement la situation sur le terrain dans les Grands Nord. Maintenant, merci d'avoir donné cet éclaircissement. Est-ce que réellement nos forces de défense disposent des moyens logistiques qu'il faut pour la récupération, c'est-à-dire de l'ensemble du territoire de Kidal? C'est-à-dire il n'y a pas de force aujourd'hui capable de faire face à l'armée malienne. Aucune force n'est capable de le faire. Par exemple, pour la prise de Anefis, ils avaient dressé sur le chemin 4 rideaux défensifs que l'armée a neutralisés pour progresser jusqu'à la ville d'Anefis. Ces rideaux défensifs étaient composés de champs de mines que l'armée, avec les nouvelles acquisitions grâce à la coopération avec la Russie, a pu détecter et neutraliser. Il y avait des tranchées qui avaient été fixées également. Des tranchées aussi, c'est des systèmes défensifs qui ont été très développés lors de la Première Guerre mondiale et d'autres conflits de haute intensité. L'armée a pu détruire ces rideaux défensifs également grâce au concours notamment des forces spéciales et des drones dont nous disposons aujourd'hui, qui prouvent leur efficacité sur le terrain. Mais l'armée a des forces spéciales aussi qui sont dotées de moyens nocturnes pour opérer la nuit. C'est ce qui a été fait avant-hier même,
où les combattants se sont retrouvés voyant 4 de leurs égorgés sous un arbre. Dans la plus grande discrétion, les forces spéciales étaient entrées dans l'action. Dans leur patrouille nocturne, ils avaient repéré 4 terroristes de la CEMA sous un arbre avec un pick-up qui ont été arrêtés et égorgés nuitamment. Et les autres ne se sont... Égorgés, clairement. Les autres ne se sont rendus compte que nuitamment, que le lendemain. Et donc ça a créé une psychose aujourd'hui. Ils ont même du mal à dormir la nuit actuellement. Donc c'est là aussi possible grâce aux moyens nocturnes que nous avons, les lunettes de vision nocturne, les avions de combat que nous avons aujourd'hui qui ont également une vision nocturne capable de faire les renseignements, même dans les ténèbres de la nuit dans le Grand Nord. Et ce qui est clair aujourd'hui, l'armée malienne est incontournable aujourd'hui sur l'ensemble de son territoire et sa marche vers la ville de Kidal est irréversible et irrésistible. Maintenant, vous venez de dire qu'aucune force ne peut faire face à la force malienne. Est-ce que réellement ce n'est pas un peu trop dit? Les faits sont têtus. C'est là, cette réalité se démontre quotidiennement. Vu que certains disent également que même certains de nos militaires ont été arrêtés et qu'ils ont fait des vidéos pour demander à l'autorité de faire des échanges par rapport à... Ça, c'est des actions de communication. Vous venez de dire, ils demandent l'échange des prisonniers. Ça veut dire que leur prisonnier de notre côté est plus important que ce qu'eux ils détiennent. Nous avons des caciques même de ces terroristes dans nos prisons. Mais nous ne sommes pas dans le sensationnel comme eux ils le font. La diffusion de ces... Prendre 2, 3, 5 soldats, les filmer, les menacer, tenir des propos injurieux pour montrer ça à un peuple. Ça, c'est une technique connue. Pour ceux qui connaissent la guerre informationnelle, c'est un élément essentiel de la guerre informationnelle qu'on appelle les opérations psychologiques. C'est des vidéos de nature à affaiblir le moral des troupes et des populations. Malheureusement, c'est peine perdue. Nous avons déjà prouvé autre chose sur le terrain qui fait oublier déjà ça. Ça, c'est quoi? Parce que généralement, ils ont attaqué le camp de Léré. Ils ont arrêté quelques individus, mais ils n'ont jamais réussi à prendre le contrôle de Léré. Ils ont pris les camps de garde, mais il y avait 2 camps militaires à Léré. Le deuxième camp a résisté vaillamment et l'aviation est entrée dans la danse pour les repousser avec un bilan humain considérable de leur côté. Nous avons présenté les images sur nos différentes plateformes de communication. Et ils ont attaqué Djoura. Ils ont attaqué également le barrage, les postes de sécurité des FAMA qui protégeaient les ouvriers qui travaillent sur les barrages de Taoussa. Tout ça, c'est la communication. Ce sont des cibles qu'on peut attaquer avec 200, 100 véhicules. C'est ce qu'ils ont fait. Les gens, en voyant ça, pensent que ces gens-là sont plus forts que l'armée malienne. Mais un seul convoi de l'armée a quitté Gao en pleine journée devant tout le monde pour se diriger sur Anefis. Ça, c'est des milliers, ça, c'est des centaines de kilomètres à parcourir dans le grand désert. Ils ont tendu toutes sortes d'embuscades, dressé des champs de mines pour rendre impossible la marche vers Anefis. Mais malgré tout, l'armée a dépassé. Ils avaient juré que l'armée n'entrerait pas à Anefis. On a dépassé Tarkint, Tambakor, jusqu'à aller prendre Anefis aujourd'hui que nous avons pris. Donc, au lieu d'aller attaquer Léré, s'ils sont forts, d'aller attaquer les barrages de Taoussa, un convoi a quitté Gao direction région de Kidal. Ils n'ont pas été capables d'arrêter la progression de ce convoi-là. Mais est-ce que ce n'est pas stratégique aussi? Peut-être à leur insu, ils vont leur surprendre. Non, perdre Anefis, c'est une grosse perte pour eux. Ils avaient juré
devant leurs femmes que les femmes n'entreraient pas à Néfis. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus qu'est-ce qu'il y a de plus concret et de plus secret au niveau de Anéfis qui les pousse à gérer ainsi? Anéfis, c'est une zone très stratégique. C'est à 110 km de la région de Kidal. Et également, c'est un point de jonction entre plusieurs endroits stratégiques de la région de Kidal aussi. Donc, si l'armée est à Anéfis, ça empêche le mouvement de leurs combattants. Donc, c'est très stratégique. Et ça permet à l'armée de surveiller la ville même. C'est comme un carrefour de Kidal, exactement. Donc, un Touareg, quand il jure devant sa femme de faire quelque chose, le contraire est un très grand déshonneur. Ils avaient juré devant leur femme que l'armée n'entrerait pas. Ils avaient rassuré leur femme que l'armée n'entrerait pas à Kidal. Et quand l'armée a détruit les 4 rideaux défensifs, ils n'avaient d'autre alternative que de s'enfuir. S'enfuir. Mais certains n'ont pas eu ce privilège. Beaucoup ont été neutralisés par les drones et la puissance de feu des forces spéciales qui accompagnent qui compose le convoi qui vient de prendre le contrôle de Anéfis. Et donc, le serment qu'ils avaient pris devant leur femme tombe maintenant. Et quand un Touareg prend un tel serment devant sa femme et qu'il n'a pas été capable de l'honorer, c'est quand même un très grand discrédit. La femme, par ironie, compose souvent des poèmes pour ironiser l'homme. Et si une femme Touareg te fait ça, même tes enfants auront du mal à obtenir une épouse dans le milieu Touareg, tant le déshonneur est très grand. Donc c'est ce qui vient de leur être infligé. Ceux qui n'ont pas eu la chance de s'échapper ont été neutralisés par les Famas et les autres ont fui pour se réfugier dans la ville de Kidal. Et même là, ça ne suffit pas. Ils tentent d'aller du côté de l'Algérie aujourd'hui. Et même là, il y a encore un problème parce que les autorités algériennes ne sont plus comme avant, plus accueillantes comme avant. Mais est-ce que réellement cette position de l'Algérie est-elle fondée de façon définitive? L'Algérie avait effectué, le président Tebboune avait effectué récemment un voyage en Russie pour aller insister auprès du président Poutine sur la nécessité de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Je pense que les Russes ont dû être très fermes et clairs avec lui et quand il s'agit de leur partenariat avec le Mali. Sans oublier également les actions discrètes menées par le président des services de renseignement maliens auprès des autorités mauritaniennes et algériennes. Mais qui portaient sur quoi? Selon des informations, le ministre de la Défense aussi a effectué des déplacements pour montrer en tout cas un certain nombre de fermeté vis-à-vis de ses voisins, parce que le Mali est toujours déstabilisé à partir de ces deux pays. Et selon mes informations, les autorités mauritaniennes ont indiqué clairement aux terroristes Touareg qui sont dans les camps des réfugiés en Mauritanie, les autorités mauritaniennes leur ont signifié leur ferme opposition à toute manifestation d'une idée quelconque de l'Azawad ou d'une quelconque expression hostile à l'égard des autorités maliennes. Mais est-ce que ceci peut donner plus de poids à la crédibilité de ces nations-là? Oui, mais quand on sait qu'on peut avoir des problèmes avec son voisin pour son acquaintance avec les ennemis de ce voisin, on fait attention. Et donc c'est ce que le Mali vient de faire savoir à ses voisins. Ce n'est plus comme avant. Donc les choses ont changé. Il faut que tous les voisins également le comprennent. D'après mes informations, les autorités algériennes ont interdit
le drapeau de la République fantasmagorique de l'Azawad sur l'ensemble du territoire de l'Algérie. Même les blessés qui encombrent l'hôpital de Kidal cherchent à se faire évacuer en Algérie, qui butent toujours à une opposition des autorités algériennes. Donc cela veut dire que la situation a changé et le Mali a comme partenaire stratégique aujourd'hui l'Algérie, qui est aussi un partenaire stratégique de la Russie. 60% des équipements militaires algériens sont acquis auprès de la Russie. Donc la Russie n'a pas du mal à se faire respecter, à se faire entendre auprès de n'importe quel interlocuteur. Merci. Maintenant, pourquoi cette anticipation d'entrée à Kidal? Parce que selon les dits, selon le programme, Kidal devrait être libéré vers le mois de décembre. Pourquoi cette anticipation? Est-ce que cette anticipation ne sera-t-elle pas un problème dans les jours à venir par rapport au départ de l'aménagement? L'armée malienne initialement était en train de récupérer les emprises militaires abandonnées par l'aménagement. Abandonnées? Oui, libérées par l'aménagement, c'est plus approprié. Ok. Parce que le Mali a chassé l'aménagement et une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU va dans ce sens. Donc, selon la charte de l'ONU, la loi internationale, l'aménagement ne peut rétrocéder ses emprises qu'à l'autorité légale et légitime du pays hôte. Donc, ce sont les FAMA qui occupent les emprises militaires. C'était d'ailleurs l'un des effets recherchés par le Mali en demandant à l'aménagement de plier bagages. Donc à Ber, ils avaient juré que l'armée n'entrerait pas. Donc c'était sans compter sur la détermination des forces armées commandées par le colonel Koné à l'époque, qui commandait la zone de Tombouctou. L'armée a pris, malgré l'hostilité ambiante, l'armée a pris le contrôle de Ber et assure désormais la sécurité de tous les Maliens qui habitent cette zone, sans distinction, et pas seulement Ber et environ. Donc, ces terroristes de la CEMA ont dit que cette progression va s'arrêter. Donc, ils ont déclaré la guerre aux forces armées maliennes et qui toujours considèrent qu'elles sont en guerre contre les terroristes. Donc l'armée n'est pas en train d'aller provoquer une belligérance. L'armée est en train d'occuper son territoire, d'occuper les emprises libérées par l'aménagement. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour prendre Anefis, pour prendre les camps de Tessalit et Aguelhok, l'armée doit se positionner d'abord à Anefis, qui est un endroit stratégique, comme je le disais tout à l'heure, et préparer les troupes qui doivent prendre Aguelhok et Tessalit. Je crois qu'il y a un régiment, tout un régiment qui est prêt et qui doit venir d'un autre côté de notre territoire pour aller prendre les camps de Aguelhok. Un régiment est déjà à Anefis. Il y a déjà un effectif qui va prendre le camp de Tessalit. Il restera maintenant la ville de Kidal. L'armée peut entrer même demain dans la ville de Kidal. Il y a un camp. Même demain. Il y a un camp de l'armée malienne à Kidal. L'armée peut entrer même ce soir dans la ville de Kidal et attendre que l'aménagement se retire pour prendre les camps de l'aménagement aussi. Donc cela ne viole en rien l'accord d'Alger, puisque l'accord d'Alger même reconnaît que le Mali est indivisible et que la souveraineté de l'État du Mali s'exerce sur l'ensemble de son territoire, même s'il y a des dispositions qui vont à l'encontre de ces principes affirmés dès le départ. Donc il ne faut même pas redouter qu'il y aura un vide sécuritaire ou bien qu'une force est capable de venir chasser l'armée
des régions ou bien des endroits déjà occupés par l'armée, cela relève de l'impossible désormais. Maintenant, d'autres pensent qu'aujourd'hui, vu vos sorties, vos prises de position par rapport à la défense des forces de défense, certains pensent que vous êtes parmi les propagandistes. Quelle est la réaction? Je le comprends, c'est leur rôle. Ils ne peuvent pas mieux me nommer. Donc parce que nous sommes en train de leur faire mal à travers nos communications. La propagande, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par propagande. Et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à démontrer le contraire de ce qu'on est en train d'avancer. Mais vu la situation, les appels au niveau au niveau des tribunaux, etc., je pense que cette pratique peut être un frein vraiment à leur communication vis-à-vis de ce que vous avancez en termes de communication. Quel tribunal? Les tribunaux a joué quel rôle? Bon, maintenant, parce qu'ils disent qu'il y a des dossiers contre des gens par rapport au niveau de par rapport à la cybercriminalité, ce qui fait que certains sont réticents à ne pas parler ainsi. Bon, peut-être... Écoute, quand vous êtes à Kidal, par exemple, est-ce que les terroristes de la CEMA vous laissent chanter la gloire de l'armée malienne? Ils ne vous mettront pas sûrement en prison. Ils vont t'égorger. Parce que ça fait partie... Dès lors qu'une armée est en guerre et que tu prends position contre cette armée, tu deviens un élément de la guerre. Ça veut dire que tu fais partie des maillons de la chaîne de l'ennemi. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas de demi-mesure en la matière. Et selon le code malien, le code pénal malien, tu mérites la prison à perpétuité. Mais est-ce qu'on ne serait pas dans la dictature en ce moment? Il y a quelle dictature en appliquant une loi adoptée par le peuple malien à travers ses représentants? C'est le code pénal malien qui dit quand tu démoralises une armée ou bien quand tu entres en délicatesse en intelligence avec l'ennemi pour combattre ton armée, donc tu es dans le complot contre le gouvernement. La loi demande que tu sois traduit en justice et condamné en conséquence. Donc c'est ce qui explique votre positionnement aujourd'hui, parce qu'on voyait à l'entame voilà, du renversement, vous n'étiez pas pour la situation et actuellement votre position est ferme et définitive. Vous parlez de deux choses. Ma position quant à la gouvernance des autorités de la transition. Ma position demeure la même. Moi, j'ai condamné les coups d'État. Le coup d'État contre Ibeka, contre Bandao. J'ai condamné les arrestations de leaders d'opinion à qui on ne reprochait que leur opinion. Je l'ai fermement condamné et c'était normal. Et je continuerai d'ailleurs de le faire. Mais là, les gens me demandent, au moment où les gens cherchent à renverser mon pays, on me demande maintenant de communiquer en faveur de la France ou des terroristes. C'est indigne. Oui, oui. Une armée est en guerre contre les terroristes. Vous voulez que moi je sois neutre dans ça aussi? Une armée est en train de se battre pour récupérer l'ensemble de son territoire. Les gens veulent qu'on continue de dénigrer cette armée. Pour rendre service à qui? C'est ce que je veux savoir. Pour faire plaisir à qui? Et puis pour quel intérêt? Si un citoyen ne peut pas être utile au pays, mais à quoi bon que ce citoyen continue d'exister? France 24, RFI, à qui on peut reprocher n'importe quoi, n'ont jamais dénigré leur armée en guerre. Au contraire,
ils servent d'instrument de propagande pour leur armée qui est en train d'agresser d'autres pays sur leur propre territoire. Nous ne sommes pas allés sur le territoire français. Nous sommes dans notre pays. C'est la France qui est venue chez nous nous agresser. Mais ils veulent qu'on se taise sur ça, ou bien ils veulent qu'on se joigne à la France, à la communauté internationale pour dénigrer nos autorités, pour les combattre. Moi, j'ai mille raisons de combattre les autorités, mais ça, c'est des questions personnelles. Je ne peux pas mettre ça au-dessus de la République, des intérêts de la République du Mali. Moi, je suis un fervent défenseur de l'armée malienne. Mon soutien aux autorités de la transition s'arrête à ce niveau. Le combat contre la domination extérieure que la transition est en train de mener, qui est d'ailleurs mon combat depuis que j'étais étudiant, le combat pour la libération totale du Mali des mains des terroristes de la CEMA. Donc je pense que l'ensemble national doit participer à cet effort. C'est ça un devoir patriotique consigné dans notre constitution d'ailleurs. Donc s'il y en a qui pensent que cela est de la propagande, je suis quand même très fier d'être le propagandiste en chef des autorités ou bien des forces armées maliennes. D'accord. Merci d'avoir donné tout cet éclaircissement par rapport à cette situation d'arrivée de nos forces de défense au niveau de Kidal. Maintenant, place à notre deuxième sujet qui porte sur la sortie de CEMAS. Je pense que la semaine prochaine, voilà, les militants et les fondateurs ou les autorités de la CEMAS doivent se réunir pour encore faire des dénonciations contre l'autorité de la transition en question. En ce sens, Monsieur Abdul Nyanga, quelle lecture faites-vous par rapport à cette sortie? Bon, la sortie, la date d'ailleurs choisie est très significative. La date du 13 octobre. Je pense que l'imam maîtrise bien les sciences occultes. Il connaît la numérologie également. Le chiffre 13 est le chiffre du diable. Ah bon? Ça porte malheur. C'est une superstition qui n'est pas valable qu'en Afrique, même en Europe également. Est-ce qu'il pense à ça sincèrement? Moi, le contraire m'étonnerait. Mais ça m'étonnerait qu'il ne le sache pas. Parce que tous ceux qui sont, en tout cas, c'est tous ceux qui ont atteint un certain niveau dans le domaine spirituel et religieux sont au courant de cela. Le chiffre 13 porte malheur. Et si vous me permettez, la superstition remonte à l'époque de Jésus. Le dernier repas le plus célèbre d'ailleurs de Jésus avec ses 12 apôtres. Donc le 13e c'était Judas, le traître. Quelques heures plus tard, Jésus a été arrêté et il sera crucifié le 13 du mois et ça coïncidait avec un vendredi. Si vous entrez dans un avion, rarement vous verrez la 13e rangée. Si c'est un bâtiment, mais je parle des pays européens, les bâtiments également, rarement tu verras l'étage numéro 13. Dans les hôtels, rarement tu verras chambre numéro 13. Dans les rues également, rarement tu verras en Europe rue numéro 13. Le chiffre 13 est extrêmement dangereux, c'est le chiffre du diable qui contient la trahison et le malheur. Mais il jure qu'il a l'amour du pays. Et surtout, quand le 13 du mois coïncide avec un vendredi, là c'est encore grave. Si tu prends le Coran sourate numéro 13, verset 13, on parle de tonnerre, on parle de foudre, on parle de crainte.
le Coran, sourate numéro 13, verset 13. Donc la date choisie d'abord, si on analyse la numérologie de cette date et qui coïncide, qui est un 13 et qui coïncide avec un vendredi, c'est encore beaucoup plus inquiétant. Et surtout le mois choisi, le mois d'octobre, est aussi à sa particularité. Et généralement, c'est pas un mois trop bénéfique à ceux qui détiennent le pouvoir. Donc généralement c'est ainsi que c'est compris. Mis à part, donc quelle est la revendication de la CEMAS et à quel moment est organisée cette manifestation? Au moment où les terroristes armés sont en train de jeter l'éponge face à la puissance de feu de l'armée au nord du Mali, et on est à un pas seulement de prendre possession de l'ensemble de notre territoire, notamment à Kidal. Et si c'est le moment choisi par certains acteurs qui ont toujours pris le problème sécuritaire comme fond de commerce politique pour déstabiliser les régimes, au moment où on est en train d'atteindre le bout du tunnel, c'est le moment choisi par eux pour se lever. Pour faire quoi? Peut-être un renfort pour affaiblir le pouvoir à Bamako afin de casser l'élan des forces armées sur le terrain. Donc quand on crée un trouble à Bamako, c'est de nature à rompre la chaîne de commandement. C'est très dangereux pour une armée en guerre. Les terroristes avaient la même revendication avant de commencer à attaquer récemment les camps militaires. Ils avaient fait un audio où ils demandaient aux militaires d'abandonner les colonels qui sont au pouvoir. Et quand tu lis bien la lettre d'information déposée par la CEMAS auprès du gouverneur de Bamako, ils définissent les objectifs de cette manifestation, qui est l'exigence d'une transition civile. C'est-à-dire que les militaires quittent le pouvoir au profit des civils. Quels civils, par exemple? Ils n'ont pas le culot de nous le dire. Ça ne saurait être que l'imam Diko. Cela est en cours depuis le mouvement M5. Ça a été un échec. Ils reviennent avec... Non, pas possible. Non, c'est moi qui te dis ça. Je vous en prie. C'est moi qui te l'ai dit. Demandez à ceux qui étaient quand l'imam disait qu'il s'est retiré dans sa mosquée, la stratégie était, il avait laissé ce lieutenant faire le combat à sa place en demandant, donc on ne laisse pas l'imam aller dans la mosquée, même si tu ne veux pas, c'est le peuple qui exige que tu sois présent de transition. C'était ça, la stratégie qui a lamentablement, je vous en prie, qui a lamentablement échoué. Après cet échec, il a dit que, il avait dit qu'il s'est retiré dans sa mosquée, mais que la mosquée était au Mali. Donc en se retirant, il savait que la mosquée était au Mali, mais il s'est retiré dans sa mosquée. Je ne vais pas m'étendre sur ça. S'ils peuvent aussi prouver le contraire, ben moi je suis disponible. Vous êtes au sérieux comme ça? Pour toute confrontation à la matière. La CEMAS, fin juin 2022, a tenu plusieurs réunions avec ARP de Tchema Iber Koulibaly, MDP de Omar Mariko, et également ils avaient pris contact avec la CMA, coordination des mouvements de l'Azawad, pour exiger une transition civile. Et l'expression utilisée dans les documents qu'ils avaient rédigés, c'était récupérer la lutte du peuple. J'ai les documents et toutes les preuves matérielles, les pièces à conviction avec moi. Donc si je comprends bien, vous voulez dire que les groupes terroristes sont de mèche avec la CEMAS en coalition à Bamako ici? C'est des actions concertées et coordonnées. Ça c'est très clair. Ils ont les mêmes revendications. La même revendication. Les attaques contre les camps militaires, contre les populations civiles, c'est pour donner un argument à ceux qui sont à Bamako pour mener le combat politique. Parce qu'il n'y avait rien comme argument pour mobiliser le peuple. Mais quand les camps sont frappés, les militaires sont massacrés, les civils sont massacrés, c'est un argument pour mobiliser les gens en disant que le pouvoir est désormais incapable. Mais la CEMA est en contact, la CEMA et la CEMAS ont planifié ça depuis fin juin 2022, à travers plusieurs réunions. Mais ça c'est une grosse accusation. Hein? Ce n'est pas une accusation, c'est un fait que personne ne peut démentir. Les tribunaux
sont partout au Mali. S'ils veulent, s'ils se sentent diffamés, ils peuvent saisir une juridiction. Mais pourquoi l'autorité ne joue pas son rôle? Bon, moi je ne suis pas l'autorité. Est-ce qu'ils sont au courant de ce que vous avancez? Moi je ne suis pas l'autorité. Mais est-ce qu'ils sont au courant de ce que vous avancez? Bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais en tant que Malien, qu'est-ce que vous avez fait comme démarche pour que cette situation soit régularisée? J'ai fait mon devoir. En faisant quoi? J'ai fait mon devoir. Donc, en tout cas, j'ai fait mon devoir. Et ce que je suis en train de dire est incontestable. Personne ne peut dire le contraire. Donc, c'est pas anodin. Même moi, j'ai eu à dire pas mal de choses sur ces événements. Et ils ajoutent également que la manifestation a pour objet de soutenir l'armée républicaine. Donc, par armée républicaine, ils excluent ceux qui sont au pouvoir. C'est une façon de diviser l'armée. C'est la même chose que les terroristes ont dit récemment dans leur audio, quand ils demandaient aux autres militaires de se désoldariser des colonels qui sont au pouvoir. Donc, c'est la même revendication. Moi, je pense que les gens doivent être suffisamment avertis pour voir les choses, les comprendre, afin que nous puissions identifier l'ennemi. L'ennemi n'est pas que celui qui a des armes au centre et au nord. L'ennemi a ses tentacules à plusieurs niveaux. L'ennemi a une façon hybride d'agir contre la République. À cet effet, nous devons être très très vigilants. Vous faites allusion à qui? On est en train de parler de la sémence. Et donc, par ennemi, j'ai fait allusion clairement à la sémence. Voilà. Donc, c'est ainsi que je comprends. Cette manifestation ne doit pas être autorisée. Et moi, je pense même que la sémence doit être dissoute en même temps que le parti Sadi ou bien le parti sadique de Dr Oumar Mariko. Et d'ailleurs, la sémence est une violation de la constitution et de la charte des partis politiques du Mali. Et également, les activités actuelles du parti sadique de Oumar Mariko violent... Sadi ou sadique? Bon, peut-être que c'est ce que les gens... Moi, je sais quand même que quand on tire plaisir dans le malheur du peuple, donc on est sadique. Donc les Français, c'est les Français. Leur activité actuelle viole la charte des partis politiques que la transition actuelle n'a pas adopté. Ça a été adopté, les textes fondateurs, ça fait partie des textes fondateurs de la Troisième République, dont Oumar Mariko est un acteur. Donc quand il viole ça, il doit être sanctionné en vertu de la même charte, quoi. Mais est-ce qu'ils seront à mesure d'avoir la confiance du peuple malien pour cette grande mobilisation qui est prévue pour le 13 de ce mois? En demandant une manifestation sur la place publique, ils savaient d'avance que l'autorité n'autoriserait pas. Mais c'est un test et une tentative de juger leur poids, parce qu'avec les récentes attaques contre les camps militaires, ils pensaient que l'opinion était suffisamment dressée contre les autorités de la transition pour les mobiliser et de briser l'interdiction de manifester. Donc ils savent que cela est un échec. Ils peuvent avoir un plan B. Le plan B, quand ils sont convaincus qu'ils ne pourront pas forcer, ils peuvent profiter du sermon de vendredi de l'imam Diko pour faire un attroupement devant sa mosquée et de délivrer le message qu'ils avaient et mobiliser ou même profiter pour lancer un nouveau mouvement à partir de la mosquée de l'imam Diko. Mais déjà le peuple s'est suffisamment désolidarisé de cette manifestation. Le chef des quartiers de Badalabougou et l'essentiel des habitants de Badalabougou, qui est le quartier de l'imam Diko, ont fait une déclaration aujourd'hui pour s'opposer fermement à cette manifestation, si vous voulez, à cette rébellion urbaine qu'on est en train de susciter. Rébellion?
Mais Le mot est très fort. c'est dressé contre son armée et son autorité, c'est ça la rébellion. Donc, ça conduit au massacre des 14 civils en 2020 et qui a abouti d'ailleurs à un coup d'État. C'est ça la rébellion. C'est pas une manifestation, ça c'est une rébellion. Donc moi je pense que ce scénario est à prévoir et aussi à prendre avec beaucoup plus de sérieux quand on connaît les personnages de ce fameux religieux, quoi. Concrètement, en quelques mots, que pensez-vous du premier responsable de la CEMAS? Que pensez-vous? Le premier responsable de la CEMAS? Oui. Vous faites allusion à Youssouf Daba? Non. Ou bien à l'imam Diko? Imam Diko. Bon, l'imam Diko est une figure. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'il y a un certain acharnement de vous vis-à-vis de sa personne. Il y a des gens qui pensent que voilà, les hommes politiques ne doivent pas l'agresser, que c'est un homme religieux, et on voit à longueur du mois, de la semaine, du trimestre, vous êtes en train de faire des sorties pour essayer de démasquer, pour montrer certaines réalités. Concrètement, que pensez-vous de lui? L'imam est une figure très importante qui pouvait beaucoup aider le Mali, qui pouvait vraiment aider à apaiser ce pays et à rassembler les Maliens autour d'un idéal qui profite à tout le monde et pour que lui-même puisse entrer dans l'histoire de manière positive. Je fais partie Mais ça a toujours été son souhait, non? Je fais partie de ceux qui étaient plus proches de lui. Je n'ai aucun compte personnel à régler avec l'imam Diko. Ça me fait même de la peine à parler de lui, vu la proximité entre moi et sa famille. Mais on ne dirait pas. Oui, parce que moi, je mets le pays au-dessus de mes relations personnelles. J'ai de très bons rapports avec l'imam, avec sa famille. Mais pas dans cette situation. Pour moi, le pays est plus important que les relations personnelles. Donc moi, je mets d'abord les intérêts du pays au-dessus de tout. Et toute personne qui tente de parler ou d'agir en faveur de ceux qui ont pointé leurs armes contre la République ne peut pas garder une relation saine avec moi. On ne peut pas continuer à cohabiter pacifiquement. Le divorce devient inévitable. Donc voilà pourquoi je suis en train... Moi j'ai beaucoup vu, beaucoup appris, beaucoup retenu. C'est pourquoi j'essaie de demander aux Maliens de réfléchir afin qu'ils puissent prendre conscience de certaines réalités. Parfois, tu peux... Laquelle? Par exemple, l'agenda de l'imam Diko, par exemple. L'imam peut parler 2 heures. Rares sont ceux qui seront capables de comprendre ce qu'il veut dire ou ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qui explique ça? Il a sa façon de parler. On ne comprend pas les choses de la même façon. Par exemple, quand l'imam de la grande mosquée de Bamako appelle à soutenir l'islam, et au même moment, Yad Agali appelle à soutenir l'islam. C'est la même phrase, mais ce n'est pas le même contenu. Et ce n'est pas perçu de la même façon. Ça dépend de la personnalité des 2 personnalités religieuses qui se prononcent. Cela est très important à retenir. L'imam, je le connais parfaitement. Je le connais parfaitement. Quand il s'exprime, je comprends tout ce qu'il veut dire et qu'il ne dit pas explicitement. Je comprends tout ce qu'il veut dire. Tout. Donc moi, je n'ai aucun... Mais est-ce que souvent, vous n'êtes pas dans une logique d'induction voilà. Non, du tout. Moi, je n'aime pas parler d'un individu. Mais tout ce que je sais est que sa posture n'arrange pas le Mali. C'est hostile aux intérêts du Mali.
Et il faut qu'il se ressaisisse et qu'il puisse reconsidérer son agenda. Et s'il veut continuer toujours à bénéficier de la considération de ce peuple. Moi, je l'ai conseillé plusieurs fois, et surtout quand il voulait s'immiscer dans les affaires politiques. On en a parlé une fois dans son bureau. Moi, j'ai tenté de le dissuader. Je ne comprends pas. Parce que quand je suis avec quelqu'un, quel que soit ton Quand rang, vous étiez en train de parler des affaires politiques, l'imam est un politicien, ça c'est clair. politicien. La CEMA, est un mouvement politique avec un récépissé. Il voulait même participer aux élections législatives de 2020. L'imam même a une ambition proclamée en premier lieu par Amadou Koufa, qui a dit clairement que son candidat pour ce pays, c'est l'imam Diko. Quand ça? Dans les années 2010, avant qu'il ne prenne des armes. Et l'audio existe toujours. Hein. Voilà. Et puis il y a pas mal d'autres choses. C'est grave, hein, parce que vous parlez avec tellement de précision. Si vous permettez. Si vous avez besoin de l'audio, je t'envoie juste après cette émission. Vous allez écouter et faire traduire par quelqu'un qui comprend un peu. Voilà. Mais qu'est-ce qui explique cette complicité entre les deux, si c'est avéré vrai? J'évite de parler des personnes. Ça peut être compris par certains, comme ça peut ne pas être compris par d'autres. Mais je demande aux gens seulement de réfléchir pour trouver la réponse. Donc seulement je présente les faits, à chacun d'interpréter à sa façon. Ce qui est un fait, Amadou Koufa a clairement dit que son candidat pour la présidence de la République du Mali, c'est bel et bien l'imam Diko. Pour l'élection 2012. En tout cas, il maintient cette position jusqu'à présent. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Chacun peut comprendre à sa façon, quoi. Donc, si je comprends bien, si on arrive à mieux gérer la situation et à donner un portefeuille en question, de gestion de la situation du terrorisme à l'imam Mahmoud Diko, il pourra mieux réduire ces tensions qui existent entre les rebelles Touareg et nos forces de défense. S'il est sincère avec le Mali, on n'a pas besoin de le nommer quelque part. Et qu'il le dise sincèrement, publiquement comme discrètement, qu'ils disent seulement d'arrêter. S'ils sont 100, je suis sûr que 60 vont déposer les armes. Mais les discours est une chose, les actes en sont une autre, bien distincte. Voilà. Mais est-ce qu'il se pourrait avoir un lien d'enfance ou d'amitié entre ces deux figures? Lien de famille même. Lien de famille, de cousinage même. Oui. Ça c'est un fait. Et il y a même un autre type de lien social très très fort qui existe. Lesquels? C'est ce que je dis. Je n'aime pas parler des personnes. Voilà. Je parle des faits et du pays. Voilà. J'aime pas parler des personnes. Ok. Maintenant, nous vous remercions par rapport à cet éclaircissement. Le dernier thème que nous allons aborder tout de suite porte sur la situation de l'EDM. Nous ne comprenons rien dans cette situation. À un moment donné, tous les Maliens pensaient que le problème était du ministre qui gérait le portefeuille. Après son départ, on voit des problèmes encore pires. Et tout récemment, on nous disait qu'après la fin du mois de septembre, on se retrouverait avec l'électricité au niveau de Bamako, dans toutes les régions du Mali, sans problème. Et le 1er octobre, je vous le dis, le 1er octobre, il y a eu la coupure à partir de 2 heures du matin. Et dans la journée, on a suivi 4, 5, jusqu'à 8 coupures. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation? Il faut prier que la situation ne soit encore pire demain ou après-demain.
demain. Comment? J'ai dit au moment où Tchorno était en train d'accuser le ministre Lamine. Il m'a reçu ici sur l'ouverture média. Je lui ai dit que le problème de l'EDM n'est pas la faute est imputable à un ministre ou bien à un DG de l'EDM. Il ne croyait pas. Et je lui disais que le problème va perdurer dans 5 voire 10 ans. C'est le même problème. 5-10 ans. Il n'y a pas de solution immédiate. C'est ce qui est sûr, il n'y aura pas de solution. Le problème n'est pas un problème conjoncturel. C'est un problème structurel qu'il faut résoudre. Et la résolution demande la prise de décisions courageuses et fortes qui aura forcément des impacts ou des répercussions politiques majeures. Si la transition ne fait pas attention à cela, ça peut provoquer facilement un soulèvement populaire qui peut coûter très cher aux autorités de la transition. Donc, la priorité, c'est de gérer les besoins, la crise qui est là, trouver une solution provisoire pour qu'on puisse souffler un peu et entre-temps chercher des solutions pérennes. Sinon, résoudre la résolution définitive ou bien même globale de ce problème va prendre du temps, 5 à 10 ans. Ça quand même c'est ce qu'il faut, quoi. Et avec l'arrivée d'un nouveau groupe électrogène, les gens ont beaucoup critiqué les fournisseurs de ces groupes électrogènes. Et parfois, ça, c'est un combat entre opérateurs économiques. Quand on veut tel marché, on ne l'a pas, c'est tel qu'il a eu. On cherche à le dénigrer, à ternir son image par des médias interposés et pas mal d'autres choses. Le problème n'est pas lié à la qualité des groupes électrogènes qui ont été livrés. C'est vrai, même les groupes électrogènes présentés, tout n'est pas encore opérationnel. Même si l'ensemble est aujourd'hui opérationnel, ça ne résout pas le problème comme on le souhaiterait. Mais ça peut ça peut quand même apporter quelque chose. Mais moi, je pense que une réforme de ce secteur est nécessaire pour que ça puisse être profitable à l'État, au peuple, et afin que nous puissions quand même sortir de l'ornière et dépasser les délestages intempestifs qui n'ont que trop duré, quoi. Voilà. Merci d'avoir donné une réponse très satisfaisante par rapport à cette question, et nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Quels sont vos derniers mots à l'endroit de nos chers abonnés? De remercier tous ceux qui nous ont suivis jusque-là et leur demander de continuer à garder espoir, garder le moral et la volonté. Quand on n'a plus d'espoir, on ne craint plus rien, on est capable de tout et n'importe quoi. Quand on perd la volonté, on n'avance plus. Quand on perd le moral, on sombre dans le désespoir. Le Mali n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Nous devons conjuguer les efforts et avoir de très bonnes intentions les uns envers les autres, et que tout le monde soit de bonne foi envers le pays, et tous unis comme un seul homme derrière les forces armées et de sécurité pour la reconquête véritable de tout notre territoire et pour la libération de tous les peuples africains qui croupissent encore sous les jougs coloniales ou néocoloniales que la France est alliée, où la France et ses alliés cherchent par tous les moyens à nous maintenir dans cet état d'assujettissement contraire à notre dignité, à notre histoire et à notre sang en tant que Maliens descendants des grands empereurs comme les Sundiata, des grands dirigeants panafricains comme les Modibo Keïta. Que Dieu bénisse ce peuple.
Merci, merci, merci Abdoul Niang d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro si spécial de notre débat politique sur l'ouverture média dénommé Affaires politiques. C'était le débat, l'interview exclusive avec Monsieur Niang par rapport à la situation politique de notre pays, précisément le cas de l'arrivée de nos forces de défense au niveau de Kidal, mais aussi de la sortie de la CEMAS, sans oublier les multiples problèmes au niveau de l'EDM qui ne fait que empirer la situation du peuple malien, de renforcer la souffrance du peuple malien. En ce moment, nous demandons à l'autorité de la place de mettre en place tous les moyens qu'il faut pour que le peuple malien puisse bénéficier et puisse profiter de l'électricité en question. C'était en quelque sorte les messages qu'on pouvait lancer et les communications qu'il fallait pour que nos autorités en tiennent compte. On se donne rendez-vous à un prochain numéro. À plus.